Président de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine et membre du bureau de la République des maires et des élus locaux. Et il est également le cofondateur et trésorier d'Agir, la droite constructive, qui est donc un parti allié de la majorité. Si vous avez aussi été mon prof en droit de la concurrence, je le précise. Donc ce club qu'il a fondé a pour objet de promouvoir un débat inspiré du terrain sur les questions politiques et sociales, et c'est pourquoi nous accueillons des personnes en responsabilité. On a souhaité, à la rentrée, avec la confiance de Louis et la confiance de Stéphanie, développer un pôle, ce qu'on appelle le pôle Europe, qui va avoir pour objectif d'organiser des conférences sur des thématiques européennes avec des personnalités européennes. Notre premier invité est Arnaud, qui est donc député européen spécialiste en matière de défense. Nous aurons aussi le 4 décembre Michel Barnier qui viendra parler du Brexit et de la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et nous espérons, avec de grandes chances de réponses positives, Nicolas Hulot dans le premier semestre 2020 et Louis Michel, qui est le futur président du Conseil européen et ancien Premier ministre belge. Voilà, donc bonne conférence. Je passe la parole à Louis qui présentera la thématique et Arnaud. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Nicolas. Merci Arnaud d'être avec nous ce soir. Un mot pour le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc déjà, c'est le premier de la série, donc on va voir le poids sur ses épaules est lourd. Arnaud, il s'est toujours intéressé aux questions de défense et il a même été plongé dans les questions de défense puisqu'il a vécu ça de près. Il a effectué de nombreuses missions à Sarajevo, notamment durant la guerre des Balkans, et il a assisté à la signature des accords de Dayton qui mettaient fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine. En 96, vous devenez chef de poste de la DGSE à l'ambassade de France en Bosnie, où vous êtes notamment chargé de pister les criminels de guerre et de suivre les réseaux terroristes. Après de nombreuses missions pour la cellule Balkan du ministère de la Défense, vous devenez conseiller Europe du directeur de la DGSE et vous participez notamment en 2000 au rétablissement des relations avec les autorités démocratiques après la révolution serbe. En 2005, vous rejoignez le cabinet de Michel Barnier au ministère des Affaires étrangères en tant que conseiller en charge des Balkans et de l'Afghanistan. Député européen, vous êtes à la tête de la sous-commission Sécurité et Défense. Vous avez également dirigé au second semestre 2017 le comité de rédaction de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale qui a été mise en place par le président de la République, Emmanuel Macron, pour actualiser le livre blanc sur la défense, le livre blanc qui est destiné à fixer le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, et dont l'ambition était de porter l'effort de défense à 2% du PIB d'ici à 2025. Vous êtes élu parlementaire européen pour un 3e mandat en mai 2019, et donc vous voilà au cœur de l'actualité du Club d'Iéna. Alors, le titre de votre intervention, c'est vous qui l'avez choisi, c'est « La défense européenne, du slogan à la réalité ». Ce titre montre toute l'ambiguïté de la construction européenne dans le domaine de la défense. Malgré les déclarations incantatoires, il faut bien admettre que l'Europe a jusqu'à présent renoncé à tout véritable effort de défense et a préféré ce qu'il est courant d'appeler aujourd'hui le parapluie américain. Or, l'Europe a à l'évidence besoin de davantage de coopération, à l'évidence besoin d'une véritable politique de défense. Tout à l'heure, dans la petite vidéo que vous avez tournée, vous avez mis l'accent sur les efforts dans le domaine de la coopération militaire, sur le fait que aujourd'hui les États membres avancent en ordre dispersé, dépensent finalement beaucoup d'argent, c'est la deuxième dépense en matière de militaire au monde, après les États-Unis, mais en ordre dispersé, ça veut dire qu'on n'arrive pas à mettre sur le théâtre des opérations une véritable armée européenne. On n'en est pas, on en est à standardiser des armements, on n'en est pas à avoir des hommes et des femmes sur le terrain. Les choses, je crois, sont en train de changer. Pourquoi ?
eh bien, on voit bien que vous avez vu les déclarations du président de la République et puis de Madame Merkel, qui en appellent pour la première fois à essayer d'investir dans la défense et de mettre sur pied plus que simplement de la coopération dans le domaine de l'armement. Et la situation, les choses changent parce que la situation change. Parce que l'Europe se rend compte que la menace se précise, l'invasion de la Crimée par la Russie, le déchaînement de la violence terroriste par Daesh, la montée en puissance de la Chine, et plus généralement le durcissement des relations internationales. Au point que Graham Allison, qui est le doyen de la Kennedy School, avant de prendre sa retraite, a publié un livre qu'il a intitulé, qui est devenu un best-seller mondial, qu'il a intitulé « Vers la guerre ». Dans le sillage de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, la question de la dépendance aux États-Unis se repose. Peut-on compter sur un tel partenaire ? L'Europe peut-elle compter sur M. Trump pour la défendre ? De son côté, le Brexit suscite de nouvelles réflexions. Les Britanniques, ayant toujours fait blocage jusqu'à présent, à tout effort d'unité dans le domaine de la défense, peut-être leur sortie de l'Europe permettra-t-elle de débloquer la situation. L'Europe de la défense serait un moyen d'affirmer une véritable politique étrangère européenne, serait vraiment le moyen d'affirmer l'Europe sur la scène internationale. Aujourd'hui, son inexistence sur la scène internationale, son absence des théâtres d'opération est l'un des péchés capitaux de l'Europe. Il est grand temps que cela change. À vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Louis, merci Nicolas pour cette invitation. C'est vrai que compte tenu des invités prestigieux que vous avez l'intention d'inviter, vous mettez un peu de pression. Donc je vais essuyer les plâtres, je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est un sujet qui est à la fois, j'allais dire, très intéressant et qui revient dans l'actualité, mais qui a longtemps été confiné à des spécialistes. Donc je vais essayer de ne pas être jargonnant. Et si jamais je deviens jargonnant, vous me faites signe, voilà, et on revient à des choses un peu plus intelligibles, parce que c'est ce que j'avais d'ailleurs raconté pour l'anecdote au président de la République quand il m'avait confié ce que vous avez rappelé, un de mes derniers travaux en date, c'est-à-dire cette revue stratégique. Je présidais le comité de pilotage, je n'ai pas écrit la revue stratégique, en tout cas pas tout seul. J'avais un comité très prestigieux avec moi, avec le chef d'état-major des armées, avec beaucoup de spécialistes. Et la première fois que j'ai vu le président de la République pour un petit bilan d'étape sur ses travaux, il m'a dit comment ça se passe. Je lui ai dit écoutez, je suis en mesure de vous rendre un document très intelligent, mais pas du tout intelligible. Parce que quand on est entre nous pour parler de défense, militaires, spécialistes, certains parlementaires, très vite on dérive vers des choses très techniques et en perdant de vue parfois un peu l'image globale, comme on dit, et surtout le lien qui doit y avoir, et particulièrement quand on fait de la politique, avec les citoyens. Et donc, moi, je me réjouis que le débat sur la défense européenne revienne dans le débat public et redevienne intelligible pour le grand public, avec les éléments que vous avez apportés, que je vais un petit peu développer. Mais je me méfie toujours ensuite de la façon dont il est traité, parce que très vite, quand les spécialistes s'en saisissent, on repart dans des choses qui généralement n'aboutissent pas et pour lesquelles les citoyens ne voient absolument pas le début du commencement d'un résultat concret. Et malheureusement, c'est ce qui m'a amené aussi vous avez dit que j'avais choisi le titre, enfin pour cerner un peu le sujet, c'est ce qui m'a amené à vraiment insister sur le point d'interrogation. Parce que j'entends dire beaucoup de choses, il y a beaucoup de déclaratoires, il y a beaucoup d'incantatoires dès qu'on parle de défense européenne. Il y a de nouveau une forme d'enthousiasme qui existe. Vous avez mentionné des initiatives qui ont été prises, des déclarations du président de la République, de la chancelière allemande. On a l'impression qu'on sort d'une grande période de léthargie, que les Européens enfin ont compris qu'il fallait qu'ils se prennent en main, que enfin cette espèce d'angle mort de la construction européenne qui est la sécurité et la défense, ça devenait un sujet véritablement européen, que les institutions européennes s'en saisissent. Donc tout ça fait contribuer à une espèce d'optimisme ambiant. Et par expérience, beaucoup plus d'ailleurs que par philosophie personnelle, parce que je suis plutôt optimiste aussi, quand on s'engage en politique, il vaut mieux être optimiste quand même, je dois vous avouer malgré tout que je tiens beaucoup au point d'interrogation, parce que j'ai trop vu d'élan
positif concernant l'Europe de la défense, ou la défense européenne plus exactement, depuis 25 ans que je pratique modestement ce milieu, pour ne pas rester prudent et voir que de la coupe aux lèvres, il y a quand même une distance qui est beaucoup plus importante que celle qu'on peut croire. L'état des lieux, quel est-il? Vous l'avez rappelé dans votre mot introductif. L'état des lieux, il apparaît pourtant assez simple et il y a une forme d'évidence à relancer le débat sur la défense européenne. L'état des lieux, il est double, je dirais. D'un côté, multiplication des crises dans notre environnement. Jamais on a eu un environnement, ce qu'on appelle l'environnement stratégique, aussi dégradé autour de nous. On a eu un environnement qui était dangereux, du temps de la guerre froide, qui était excessivement dangereux, avec les armes nucléaires soviétiques à portée de main, mais c'était un environnement qui était très dangereux, mais pourtant très stable et très codé, très rigide dans son architecture. Il y avait deux superpuissances qui se faisaient face, avec des risques de débordement, certes, avec parfois des glissements dans un étranger qui était assez lointain, l'Afghanistan, certains théâtres africains, mais globalement, la sécurité du continent européen, la stabilité du continent européen était, ça peut paraître paradoxal de le présenter comme ça, mais était d'une certaine façon assurée par ce condominium américano-soviétique. Et puis, il y a eu la période post-guerre froide, une espèce d'enthousiasme général disant, bon, on va vers une paix universelle et puis un nivellement des différences. Bon, on a vu pourtant sur le continent européen, avec les guerres en ex-Yougoslavie, qu'on était loin de cet avènement d'une paix universelle, y compris sur notre propre continent. Et puis évidemment, depuis les années 2010, avec les événements que vous avez rappelés, on a eu la guerre en Géorgie en 2008, on a eu la Crimée et l'Ukraine depuis 2014, on a la Libye depuis 2011, enfin l'ensemble des printemps arabes avec une vaste déstabilisation de tout notre arc sud-est, avec la guerre évidemment en Syrie. On a vu, nous sommes, le Sahel évidemment, nous sommes cernés par les crises et cernés par les menaces. Et des menaces qui, y compris, viennent à nous aujourd'hui. Le terrorisme djihadiste, c'est pas une totale nouveauté, parce que la France a été lourdement frappée il y a déjà plusieurs décennies et de façon régulière par le terrorisme djihadiste, mais là, c'est une ampleur et une récurrence totalement inédite. Donc, on a une accumulation de menaces et de crises dans notre environnement, on a une accumulation d'instabilité qui affecte notre continent. Ça, c'est une donnée objective, je dirais, des relations internationales. Ça ne va pas se tarir demain. La dégradation de cet environnement stratégique est durable. Et donc, j'allais dire, mécaniquement, ça devrait inciter les Européens à réagir et à prendre en considération, c'est du simple bon sens, à prendre en considération cette nouvelle donne stratégique. Le deuxième élément qui doit réveiller les Européens, et qui a réveillé les Européens, c'est des facteurs, alors là pour le coup très politiques, voire des facteurs électoraux. Vous l'avez rappelé, la victoire de Trump aux États-Unis, mais également le Brexit, des éléments qui fragilisent de l'intérieur l'alliance qui était la gardienne finalement de la stabilité et de la paix en Europe, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union européenne, deux organisations différentes, avec des buts différents, avec des compositions différentes, mais qui se recoupent quand même assez largement et qui étaient finalement les piliers de la stabilité du monde occidental. Et on voit aujourd'hui que la fiabilité de ces alliances est beaucoup moins forte qu'elle n'a pu être pendant la période de la guerre froide. C'est peu de le dire quand on voit le comportement de Trump, évidemment, sauf que on oublie un peu quand même que Trump, c'est finalement la manifestation la plus brutale, j'allais dire la plus vulgaire qui soit, du mépris vis-à-vis de l'Europe et du mépris des alliances existantes. Mais il faut bien comprendre que le tournant stratégique qui relègue l'Europe un petit peu en deuxième division, il était déjà pris par les précédentes administrations américaines. Ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie, c'est-à-dire le fait que les Américains conçoivent aujourd'hui le monde d'abord à l'aune d'une concurrence avec la Chine, d'une compétition avec la Chine et d'enjeux de sécurité qui sont beaucoup plus en Asie qu'en Europe. C'est un biais qui a été pris depuis près d'une décennie en fait. C'est sous Obama qu'on a parlé de pivot américain vers l'Asie, parce que les grandes crises internationales à l'échelle des États-Unis, c'est plus des crises européennes, c'est des crises asiatiques. C'est quand vous avez le Pakistan et l'Inde qui se font face, qui sont deux puissances nucléaires et qui concentrent pratiquement 2 milliards d'habitants dans une toute petite zone et où la conflagration est sans cesse possible, quand vous avez évidemment le mastodonte chinois qui croît de façon exponentielle, mais pas seulement sur le plan économique, sur le plan des dépenses militaires, sur le plan de l'affirmation internationale, évidemment, votre regard, quand vous êtes les États-Unis, il est tourné naturellement vers ce pôle-là, beaucoup plus que vers l'Europe, qui paraît
être un îlot de stabilité, même si il connaît des soubresauts. Donc Trump aujourd'hui est assez caricatural dans la brutalité avec laquelle il nous fait comprendre qu'on ne pèse pas grand-chose et qu'il n'en a pas grand-chose à faire de nous, et que l'assurance américaine qu'on a pu avoir pendant des décennies, elle est plus si automatique que cela. Il avait donné une interview en 2018, je crois, disant de façon très brutale, cynique, mais finalement pas totalement illogique, en disant c'est au moment où le Monténégro devenait un nouveau membre de l'Alliance Atlantique, en disant mais est-ce que vraiment le petit gars du Midwest a vocation à aller se faire tuer pour le Monténégro si jamais il y a une bisbille entre le Monténégro et un de ses voisins? C'est une question. Alors, on peut ne pas aimer la façon dont elle est posée, on peut avoir des hauts le cœur en disant oh là là, c'est pas du tout les États-Unis qu'on a connus et c'est quand même très méprisant pour nous. Il n'empêche que c'est pas une question illogique non plus. Et moi, je rentre des États-Unis, je peux vous dire qu'effectivement, à chaque coin de rue, je me dis mais est-ce que le type qui traverse la rue en même temps que moi à Washington ou à fortiori quand on est plus dans le Midwest ou autre, il a vraiment vocation à se faire crever la peau en Europe si jamais il y a un problème de sécurité en Europe? C'est une vraie question et je comprends que des dirigeants américains se la posent et que ça soit, sinon au cœur, du moins, ça soit dans leur stratégie électorale aussi. Donc, perte de fiabilité des alliances, multiplication des crises et instabilité de l'environnement stratégique, ça doit mécaniquement conduire les Européens à se dire bon, là il faut qu'on fasse quelque chose. Et finalement, ça a conduit les Européens à une prise de conscience. Parce que pendant des années, les Européens ne voulaient pas regarder cette réalité en face, ne voulaient pas regarder la réalité d'un monde qui se dégradait et qui offrait des nouvelles vulnérabilités. C'est pas le cas de la France. Et c'est pour ça que nous avons, nous, peut-être un regard qui est à la fois singulier, mais un peu décalé par rapport à nos alliés européens. Et aujourd'hui, je voudrais quand même vous donner une vision très européenne, non pas pour l'excuser, mais je pense que nous, en France, nous avons une singularité qui est que, parce que nous avons continué à être actifs militairement, notamment en Afrique, parce que nous sommes une puissance nucléaire, parce que nous sommes membres du Conseil de sécurité de l'ONU, nous n'avons jamais véritablement abdiqué, j'allais dire, d'efforts de défense, même si on a, comme les autres pays européens, baissé nos dépenses pendant toute une décennie et qu'on a eu tendance à peut-être un peu enjoliver la réalité. Il n'empêche que la France a toujours gardé un lien, et avec son armée, et avec les questions stratégiques, un lien assez fort, ce qui n'est pas du tout le cas des autres Européens. Et pour les autres Européens, ça a été un réveil tout à fait brutal. Mais ce qui me frappe malgré tout, chez la plupart de nos partenaires européens, c'est que finalement le facteur Trump a été presque plus décisif que les facteurs objectifs que je vous ai cités. On aurait pu penser que guerre en Libye, guerre en Syrie, avec tout ce que ça provoque en matière de réfugiés, de terrorisme, d'instabilité, annexion de l'Ukraine, on aurait pu penser que tout ça était suffisamment fort, objectivement, pour amener les Européens à réagir. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que quand on regarde les premières initiatives qui ont été prises par les Européens pour essayer de relancer le processus de défense européenne, c'est 2016. Or, les printemps arabes, c'est 2011. Les problèmes en Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est plus que des problèmes, c'est une guerre, d'abord en Crimée puis dans le Donbass, c'est 2014. Et 2011 et 2014, il n'y a pas d'initiative significative des Européens en se disant « oulala, sonnette d'alarme, il faut vraiment faire quelque chose ». C'est en 2016, à la fin de l'année 2016, que les Européens se réunissent, deuxième semestre 2016, en disant « bon, il faut qu'on relance un certain nombre d'initiatives pour faire des choses en commun ». Donc tout ça pour vous dire, et ça c'est plutôt l'élection Trump qui va les booster finalement, et finalement les réveiller. Et tout ça pour vous dire que les efforts qui sont faits aujourd'hui, qui existent, et je vais en détailler quelques-uns, mais les efforts qui sont faits aujourd'hui sont des efforts fragiles. Moi, j'insiste toujours sur le fait que cette prise de conscience, elle est venue tardivement, elle est venue vraiment sous la contrainte répétée des États-Unis, j'allais dire, parce que un certain nombre de pays européens ont vraiment commencé à avoir peur par rapport à l'alliance américaine qu'ils vénéraient par-dessus tout, en particulier nos amis allemands, mais tous les amis du Nord et de l'Est également. Et puis, non seulement je pense que c'est fragile, mais je pense que, si je vais plus loin dans la logique, je pense que c'est même réversible. Et je vois un certain nombre d'Européens dire, bon, ok, compte tenu du contexte, il faut qu'on fasse des efforts en commun, tout en espérant secrètement que la parenthèse Trump n'est qu'une parenthèse, et que, finalement, dans les relations transatlantiques, dès que possible, on reviendra, pardonnez-moi l'expression, mais à business as usual, c'est-à-dire des Américains tout-puissants qui nous protégeront au moindre effort.
Et ça, c'est quelque chose qui est encore très profondément ancré dans la culture politique d'un certain nombre de nos partenaires. Ils voient aujourd'hui, face à l'évidence, ils ne peuvent pas nier à la fois les crises et le recul américain. Donc, ils voient le problème que ça pose d'être totalement dépendant des États-Unis aujourd'hui. Donc, ils donnent un certain crédit aux initiatives qui sont prises au niveau européen pour renforcer une défense commune. Mais ils le font sans véritablement y croire, ou en se disant que c'est simplement un mauvais moment à passer, et que si par chance Trump était battu l'année prochaine, ce que moi, pour ma part, je ne crois pas du tout, ou si il venait à être destitué, ou quand bien même il serait réélu, mais que ça sera 4 ans, bon, même si la parenthèse est un peu longue, au bout de cette parenthèse Trump, on reviendra à des États-Unis protecteurs, à une relation apaisée et avec l'allié américain. Moi, je ne le crois pas du tout, parce que je crois qu'il y a des choses qui, encore une fois, ont changé profondément dans la façon dont les États-Unis regardent le monde. Je pense que dans la sociologie américaine même, vous avez, j'allais dire, le vieux fond culturel européen aux États-Unis, il s'amoindrit. Je veux dire, il y a eu, vous avez des latinos, vous avez des asiatiques, vous avez dans l'état-major américain. Moi, j'attire toujours l'attention sur le fait qu'avant, quand vous regardiez ce qu'on appelle le Joint Chief of Staff, c'est-à-dire vraiment la structure de commandement américaine, militaire, tous les généraux américains étaient du même moule. C'était entre guillemets des Européens, ou de descendance évidemment européenne, et qui avaient servi en Europe. C'était tous les anciens généraux qui avaient servi en Allemagne et qui avaient commandé les forces de l'OTAN en Europe, qui devenaient ensuite membres du collège américain qui commandait l'armée américaine. Aujourd'hui, les profils, c'est des gens qui ont commandé en Irak, en Afghanistan, en Corée, au Japon, et de moins en moins des gens qui ont été commandants en Europe, parce que le théâtre européen est un théâtre tout à fait secondaire depuis une quinzaine d'années. Depuis la fin de des guerres yougoslaves, il n'y a plus de guerre en Europe, et donc il n'y a plus de généraux américains. Les généraux américains, quand ils agissant, actifs, ils vont servir, ils font leur tour de commandement en Irak, en Afghanistan, ils vont sur le théâtre coréen ou japonais qui est beaucoup plus chaud pour eux par rapport à la Chine que ne l'est le théâtre européen. Ça change la sociologie du commandement, ça change la façon de voir le monde. Et donc aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment une tendance lourde, les États-Unis s'éloignent de l'Europe d'une certaine façon. Alors on garde plein de choses en commun, on garde des relations commerciales extrêmement vigoureuses, mais elles sont quand même mises à mal par la politique commerciale de Trump. On garde un héritage en commun, on garde des valeurs communes par rapport à la démocratie libérale, mais on voit bien que, malgré tout, sur le plan strictement stratégique, en dépit de la dépendance que nous continuons d'avoir vis-à-vis des États-Unis, il faut le rappeler, y compris nous, Français, nous avons une dépendance très forte en matière de défense vis-à-vis des États-Unis, il y a une tendance, à mon avis, assez lourde à une forme de disjonction entre les intérêts américains et les intérêts européens. Et ça peine beaucoup de nos collègues européens, il faut bien le reconnaître. Au-delà du confort quotidien de se dire, bon, les questions de sécurité sont assurées par un allié plus puissant que nous, ça les gêne, ça modifie profondément le mindset de beaucoup de nos collègues européens qui n'arrivent pas à envisager un monde et une Europe sans parapluie américain. Et pourtant, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de trous dans ce parapluie et que ce parapluie, de toute façon, est appelé à avoir une voilure beaucoup plus réduite à l'avenir. Alors ça, c'est le constat, l'état des lieux, et avec toujours la prudence nécessaire en disant, oui, la prise de conscience existe, mais attention, je crois que cette prise de conscience reste fragile, voire réversible. Et donc ça me conduit aux initiatives qui sont prises aujourd'hui et qui nous donnent une forme d'optimisme par rapport au fait que les Européens veulent prendre leur sécurité en main. Depuis 2016, il y a un certain nombre de choses qui ont été lancées. Et c'est tout à fait nouveau parce que jusqu'à présent, les institutions européennes ne s'occupaient pas de défense. D'abord parce que les traités ne le permettait pas véritablement. Il faut un peu tordre les traités juridiquement pour amener les institutions européennes à s'occuper de défense. Deuxièmement, parce que l'hétérogénéité en matière de défense en Europe était totale. Entre des pays qui n'ont quasiment pas d'armée, ça existe, des pays qui ont des armées assez puissantes, la France, le Royaume-Uni, mais des pays comme la France et le Royaume-Uni qui ont des armées actives, agissantes, toujours engagées en Afrique ou ailleurs, ou au Moyen-Orient, et des pays qui ont des armées dont ils veulent surtout pas se servir. Si je pousse la caricature un peu plus loin, je dirais que nos amis allemands, sur le papier, ils ont une armée qui est même plus importante que la nôtre, en termes de budget et en termes d'effectifs. Mais eux, ils veulent surtout pas avoir à s'en servir, pour des raisons qui tiennent à leur histoire. On n'a pas à s'en plaindre forcément d'ailleurs de leur relative prudence aujourd'hui, mais c'est le fruit d'une histoire très particulière qu'il faut comprendre, c'est le fruit de dispositifs constitutionnels qu'il faut comprendre. Moi,
je partage parfois l'impatience d'un certain nombre d'hommes politiques ou de militaires français qui disent il y en a marre, il faudrait que les Allemands viennent nous épauler, il faut que les Allemands fassent ci, il faudrait que les Allemands fassent ça. Dans l'absolu, c'est vrai. Il faut aussi comprendre, côté allemand, quelles sont leurs contraintes et pourquoi cette réticence à agir aujourd'hui et pourquoi l'opinion publique allemande aujourd'hui reste majoritairement réticente à engager des opérations militaires. Donc c'est des alliés, c'est des gens avec qui on travaille au quotidien, mais c'est des alliés compliqués, avec qui on ne peut pas faire ce qu'on faisait par exemple avec les États-Unis. Donc il faut être conscient de tout ça, de l'hétérogénéité de nos équipements, vous en avez parlé, beaucoup de programmes industriels différents, mais qui là aussi renvoient à des histoires différentes, renvoient à des implantations industrielles de longue date. On me dit, mais ça serait pourtant logique et facile de restructurer, c'est pas la peine d'avoir 15 programmes de chars en Europe, il suffit d'en avoir un ou deux, et puis comme ça coûtera moins cher, on fera des économies d'échelle. Sur le papier, ça c'est l'approche de la Commission européenne, qui a sa rationalité tout à fait éprouvée par d'autres types de marchés. Moi je leur dis toujours, attention, n'oubliez pas que les marchés de l'armement c'est un peu différent des machines à laver ou de la lessive ou même des produits agricoles, c'est autre chose. Et les logiques à l'œuvre sont un peu différentes sur le plan économique. Et en plus, c'est très bien de dire il nous faudrait un seul modèle de char. D'abord, c'est quand même la concurrence qui fait vivre l'innovation aussi. Donc si vous aviez un monopole en Europe pour construire des chars, d'abord il serait très difficile à construire, quel pays voudrait participer, quel pays on retient, quel pays on exclut, tout le monde voudrait en être membre, qu'est-ce qui nous donne nous le droit de dire tel pays n'aurait pas son mot à dire là-dessus, donc ça serait déjà des négociations politiques très compliquées. Et puis ça veut dire qu'il faut parfois se couper des membres. Pour ceux qui connaissent la région, le GIAT devenu Nexter à Roanne, c'est une implantation industrielle, c'est une implantation sociale. Moi, je n'ai pas de responsabilité en la matière, mais si j'en avais, je me sentirais très mal à l'aise d'aller dire à 1500 ouvriers très qualifiés et ingénieurs implantés depuis des décennies à Roanne dans l'excellence du matériel militaire, de leur dire écoutez, on a fait un deal, maintenant c'est les Allemands, les Estoniens, les Portugais qui vont fabriquer un char de combat, et puis au revoir, on met la clé sous la porte. On ne se rend pas assez compte de cette réalité-là. Cette réalité-là, territoriale, sociale, d'ingénierie, de know-how, de compétences, c'est quelque chose de très important qu'on ne peut pas négliger. Les consolidations et les restructurations industrielles, elles ne se feront pas comme ça, par la décision de Bruxelles de dire, écoutez, il ne nous faut plus que 2 chars de combat à l'avenir, sans doute faudra-t-il en arriver là un jour, mais ça va demander du temps. Et il y a des obstacles très réels, ce n'est pas simplement des questions de sensibilité ou de souveraineté nationale. Il y a des vrais problèmes sociaux derrière, il y a des vrais problèmes d'ingénierie, et je crois que c'est un peu plus compliqué que certains à Bruxelles voudraient l'envisager aujourd'hui. Parce que la période est à l'euphorie, en ce moment à Bruxelles, on dit prendre plein d'initiatives en matière de défense, et il suffira de mettre de l'argent européen pour que tout le monde se mette au garde à vous, reconsolide ça, ceux dont on n'a pas besoin disparaîtront, oui, sur des industries comme celle-ci, avant de mettre volontairement la clé sous la porte, il y a quand même un chemin à parcourir et qui n'est pas évident. Et je vois peu d'autorités politiques nationales accepter de se couper des bras en ayant comme vague promesse qu'il y aura un produit européen sur le marché qui sera plus performant, moins coûteux, et que tout ça sera très bien. Parce qu'entre-temps, on sait ce qui se passera, ces gens-là iront acheter américain. Parce que c'est là aussi la réalité économique des modèles aujourd'hui, c'est que c'est pas tellement la concurrence intra-européenne qui nous pénalise aujourd'hui, c'est la concurrence extérieure, et en particulier la concurrence américaine. Les avions de combat, certes, il y a des petites bisbilles de temps en temps entre les Suédois et les Français, entre Saab et Dassault, mais on ne joue pas vraiment dans la même cour. Le vrai problème, il est entre Dassault et les Américains aujourd'hui. C'est ça la vraie question. Et dans d'autres types d'équipements, c'est la même chose aussi. Donc, moi, je vois bien le biais par lequel l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne essaye d'entrer dans ce débat. C'est un biais très économique, c'est normal, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. C'est un biais très économique en disant il faut rationaliser tout ça, ça nous coûte trop cher. Oui, mais attention, encore une fois, on n'est pas dans des programmes de machines à laver ou de lessive. Voilà, on est sur des produits extrêmement particuliers, avec des marchés très particuliers où il n'y a que les États qui achètent. Il n'y a pas de clients privés pour ce genre de choses. Ce n'est pas des clients privés qui achètent des chars de combat ou des frégates, c'est des États. Donc voilà, il faut aussi, la question de la souveraineté, elle n'est pas totalement anodine. Bon, je ferme la parenthèse, mais en tout cas, l'euphorie qu'on voit aujourd'hui arriver à Bruxelles, elle doit quand même être un peu relativisée. Parce que les progrès que nous faisons, ils sont réels, mais ils sont très modestes. Moi, j'ai tendance à dire que le test ultime
qui montrera qu'on a véritablement fait des progrès en matière de défense européenne, c'est le jour où on pourra déployer des hommes ensemble pour faire les mêmes missions. Et on en est très, très, très loin. Aujourd'hui, on se satisfait, et on a raison d'avoir une vision positive là-dessus, sur les avancées. Les avancées, c'est quoi? C'est un fonds européen de défense. C'est-à-dire, l'Union européenne, pour la première fois, va injecter de l'argent européen dans l'industrie de défense. Ça ne s'était jamais vu. On ne voulait pas le faire. On considérait que c'était tabou, que c'était interdit. Bon, encore une fois, il a fallu un peu tordre du bras juridiquement les traités pour, aujourd'hui, être prêt à mettre de l'argent européen dans la défense. Il y a 13 milliards d'euros qui sont prévus sur les prochaines années pour aller dans la recherche et le développement de programmes de défense. C'est bien, on ne va pas dire le contraire. Moi, je m'en réjouis et je me bats tous les jours au Parlement européen pour qu'on adopte enfin ces 13 milliards et les règlements qui vont avec. Simplement, je vous rappelle quand même, le budget de défense de la France, le budget annuel de défense de la France, c'est 35 milliards d'euros. Là, on parle de 13 milliards d'argent européen sur 7 ans, c'est-à-dire moins de 2 milliards par an, injectés à l'échelle de 28 pays européens. Le budget américain de défense, c'est 700 milliards de dollars par an. Donc les 2 milliards que l'Europe va injecter dans son industrie de défense annuellement, c'est bien, on ne va pas dire le contraire, mais c'est une goutte d'eau. Tout le monde dit oui, mais c'est un processus vertueux, ça va alimenter ensuite. Oui, d'accord, très bien. Mais enfin, encore une fois, il faut avoir le sens des proportions. C'est pas ça qui va être un game changer, qui va complètement changer la donne et faire de l'Europe demain un mastodonte industriel et stratégique avec des industries communes. J'ajoute, pour complexifier encore un peu plus la donne, que ces 2 milliards par an, il va falloir les investir sur des projets, que tout le monde se bat aujourd'hui pour présenter des projets, que je vois arriver sur la table très peu de projets structurants. Il y a des initiatives qui foisonnent parce que tout le monde veut avoir sa petite part du gâteau. Et on est habitué avec les fonds européens à ce que les fonds européens soient là, si vous voulez, pour que tout le monde en profite. Et c'est l'histoire du juste retour géographique. Il faut que tout le monde ait sa part. Parce que sinon, comme tout le monde contribue au budget européen, ceux qui n'en ont pas leur part disent ça ne sert à rien, donc on ne contribuera plus. Donc contribuer sur des sommes, pardonnez-moi, c'est un peu indécent de dire que 2 milliards, c'est une somme modique, mais à l'échelle de la défense et des budgets de défense, c'est relativement modeste. Se battre comme des chiffonniers pour pousser des projets qui pourraient être éligibles doivent être des projets trinationaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 3 pays pour que ça ne bénéficie pas qu'à l'industrie de défense française ou à l'industrie franco-allemande, il faudra qu'il y ait 3 pays dedans. Il faudra qu'il n'y ait pas que des grandes entreprises, mais des petites et moyennes entreprises. Donc tout le monde a pris soin de corseter tout ce budget de défense commun avec plein de règlements extrêmement tatillons, comme on sait les faire en Europe. Je me demande quels sont les projets qui seront véritablement éligibles. Et pour les projets vraiment structurants aujourd'hui, on parlerait de drones, on parlerait de chars, on parlerait d'avions de combat. 2 milliards, c'est ridicule. C'est pas ça qui va booster ces programmes, si vous voulez. Donc c'est un bon début. On va pas se plaindre. Et qui sait, si ça marche pas trop mal sur quelques petits projets, on peut espérer que ça embraye sur des projets plus importants. Mais, pardonnez-moi l'expression, mais il faut arrêter de se taper le cul par terre en se disant c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. On a changé, on a tout changé, on a révolutionné tout ça. On a révolutionné conceptuellement quelque chose, qui est le fait que l'Union européenne puisse injecter de l'argent dans la défense. C'est un vrai début, c'est un vrai progrès. C'est une vraie révolution intellectuelle pour beaucoup de fonctionnaires bruxellois. C'est pas une modification à court terme et à moyen terme de l'échiquier stratégique fondamental. L'autre grosse avancée qu'on met en avant, à juste titre, c'est ce qu'on appelle la coopération structurée permanente. Pardonnez-moi, là je suis obligé de faire du jargon, je ne peux pas faire autrement, c'est le nom du truc. C'est quelque chose d'assez malin sur le plan de l'idée, qui avait été mise par les Français d'ailleurs, dans le traité de Lisbonne en 2007-2009, qui est de dire, c'était la prescience française depuis toujours sur ce dossier, c'est de dire, bon, on n'arrivera pas à une homogénéité parfaite entre les 27 ou 28, et donc il faudra faire, c'est la fameuse idée française de noyau dur ou de cercle concentrique, en tout cas il faudra avancer de façon différente et plus pragmatique, et il faudra que ceux qui ont envie d'aller plus loin, et qui ont des capacités pour aller plus loin, puissent le faire sans être empêchés par ceux qui vont moins vite, moins loin, bon, et donc l'idée que quelques pays volontaires puissent aller plus vite en matière de défense commune. C'est une bonne idée, moi je crois que ça reste la philosophie
philosophie de base qu'il faut avoir en matière de défense européenne. On ne pourra pas faire tout à 27 ou 28. Donc, prenons ceux qui ont envie de faire des choses sur une base très volontaire et pragmatique pour avancer. Cette idée française, elle a mis très longtemps à éclore. Elle a été incluse dans le traité sous le nom de coopération structurée permanente. L'équivalent, pour ceux qui travaillent dans d'autres domaines européens, des coopérations renforcées. Quelques pays décident de faire plus ensemble. Pendant 10 ans, pratiquement, ce truc-là est resté dans les limbes. Personne ne voulait ouvrir cette boîte parce que c'était mal vu. C'était mal vu à Bruxelles parce que selon un mot à la mode, mais qui dépasse Bruxelles, il faut être aujourd'hui inclusif. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut être inclusif, c'est-à-dire il faut mettre tout le monde. Il ne faut pas être sélectif, parce que si vous êtes sélectif, vous êtes discriminatoire. Donc ça, c'est très mal vu, c'est pas bien du tout, et donc il faut être inclusif. Alors, c'est un oxymore de faire une coopération structurée permanente en voulant être inclusif. Non, le but de la coopération structurée permanente, c'était de prendre ceux qui voulaient aller plus vite pour aller plus vite. Mais c'est par définition parce que les 28 ne peuvent pas aller plus vite à 28. Et là, les Allemands sont entrés dans le jeu en disant oui, non, mais nous, on ne discutera d'une coopération structurée permanente que si on peut y mettre le maximum de monde autour de la table. Résultat des courses, il y a 2 ans, la coopération structurée permanente a été signée, 25 États autour de la table. Bon, c'est pas du tout la vision française des choses. 25 États, 47 projets qui viennent, soi-disant, faire une coopération structurée permanente. Dans l'idéal, une coopération structurée permanente, c'est 4-5 États qui décident de 2 ou 3 programmes très structurants, un avion de combat, un char, quelque chose comme ça, ou une opération, et qu'ils la font ensemble, non pas en tirant un bras d'honneur aux autres, en disant vous êtes mauvais, vous ne pouvez pas suivre, il n'y a que nous qui savons faire, mais en disant aux autres, écoutez, quand vous serez prêts, la porte est ouverte pour que vous puissiez nous rejoindre, mais pour l'instant, nous, on a besoin d'avancer pour montrer, et pour montrer aussi à nos citoyens qu'on est capable de faire des choses concrètes ensemble. Bon, à 25 États, 47 projets, des projets, je ne vais pas dire tous plus farfelus les uns que les autres, il y a des choses très bien dans ces projets. Mais là aussi, c'est des projets qui ne vont pas... j'ai quand même la liste de projets, je me l'ai fait rééditer cet après-midi. Il y a des projets dont je ne comprends d'ailleurs pas ce qu'ils veulent dire encore, mais bon. Vous avez des trucs... voilà, alors... non, je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous déprimer, ça serait trop déprimant. Mais il n'y a rien dans les projets là, à part un drone, un certain projet de drone, il y a des choses très techniques pour les militaires qui peuvent être très utiles, il y a des choses, des applications sur les communications sécurisées, des choses très bien. Mais il n'y a pas le projet, si vous voulez, dans lequel on va investir 7, 8, 10, 15, 20, 25 milliards pour faire une différence, pour devenir vraiment autonome. On aurait des projets en intelligence artificielle, en numérisation, qui mériterait d'être porté, parce que là, pour le coup, sur ces domaines-là, on est très dépendant des Américains. Donc, si on veut devenir autonome, il va falloir investir massivement sur certaines technologies. Bon, là, on n'est pas dans de l'investissement massif, on est plutôt sur la dispersion et un peu d'éparpillement des investissements. Alors, ça a une vertu, c'est que ça booste un petit peu tout le monde s'y retrouve, donc même des petits pays qu'on ne pensait pas avoir avec nous dans une aventure pareille, se sentent concernés. Donc, on peut se consoler en disant que ça participe de la prise de conscience, si vous voulez. Et c'est finalement pas mal. Mais globalement, c'est quand même pas ça qui va donner la taille critique à des projets européens pour vraiment rivaliser dans une compétition à l'échelle de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, voire même du Brésil ou de la Russie. Donc, vous voyez, il y a des initiatives positives, incontestablement. Le fait que pendant 10 ans, on n'ait rien fait dans ce domaine-là et que brutalement, on s'y mette et qu'il y ait beaucoup de projets qui fleurissent, c'est en soi plutôt positif. C'est plutôt le signe que les Européens ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Mais la façon dont on le fait aujourd'hui, moi, j'incite quand même à la plus grande prudence, c'est-à-dire ne nous emballons pas. Il y a vraiment loin de la coupe aux lèvres. Et là où je voulais en venir pour relativiser les progrès qui sont faits, c'est qu'il y a un domaine dans lequel on fait pratiquement pas du tout de progrès, c'est l'opérationnel. Vous voyez bien que ce dont je vous parle, c'est du financement, c'est du budgétaire, c'est très important, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, et c'est vrai, c'est de l'industriel, ce qu'on appelle du capacitaire, mais que là où le bas blesse, c'est que sur le plan opérationnel, on ne voit rien arriver d'européen. C'est-à-dire, pour être très cru entre nous, aujourd'hui, au Mali, le seul pays qui perd des hommes qui combattent au Mali, c'est la France. Et je pense que vous êtes comme moi, ce qu'on observe dans nos sociétés aujourd'hui, c'est le test ultime pour savoir s'il y a une vraie solidarité européenne, c'est qui est prêt à se battre avec nous quand on a vraiment besoin de s'en battre. On subit des attaques, terroristes entre autres, on a des menaces dans notre environnement.
un certain nombre de pays européens disent qu'ils veulent affronter ces menaces face à face, mais aujourd'hui on voit bien qu'à part la France, la solidarité européenne en matière de combat, elle est quand même extrêmement réduite. Alors, là aussi, j'essaie d'adopter un point de vue européen. Là, je vous donne un point de vue très français. Le point de vue européen, il amène quand même à nuancer un petit peu le propos. On mesure mal, je pense, les efforts qu'un certain nombre de pays européens font à nos côtés. J'ai toujours tendance à rappeler que pour l'opération Serval, qui a été une grande réussite militaire, c'est-à-dire en 2013, au début de l'année 2013, l'arrêt des djihadistes au Mali, et ensuite, non seulement l'arrêt, mais la reconquête de tout le nord Mali par l'armée française. On a bénéficié de soutien européen, de soutien logistique européen. 2/3 des rotations logistiques nécessaires à l'effort de guerre, parce que combattre à 5000 km de chez nous avec, sur une surface comme celle du désert malien, avec tout ce que ça demande en termes de logistique, de nourriture, de matériel et autres, c'est des norias, c'est insensé, l'effort de guerre qu'il a fallu fournir et l'effort logistique. 2/3 des rotations sont assurées par des alliés européens. Donc on ne peut pas dire que les Européens nous laissent tomber, on ne peut pas dire que les Européens ne sont pas solidaires. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de contingents d'autres pays européens qui nous assistent dans l'opération Barkhane au Sahel. Mais là où il y a effectivement une solidarité européenne, ce n'est pas au combat. Il y a très peu de pays qui envoient des troupes de combat. D'ailleurs, il y a tant mieux pour elles, mais ces troupes de pays alliés n'ont aucune perte à déplorer. Le prix du sang, c'est nous qui le payons. Et ça, c'est ressenti comme une forme d'injustice par les Français, et pas seulement par les décideurs français, par la population française, en disant mais on est les seuls à faire des sacrifices pour la sécurité de l'Europe. Encore une fois, relativisons un petit peu, la guerre contre Daesh, on n'était pas les seuls. Les Américains, les Néerlandais, les Belges ont déployé des avions de combat au Levant et ont participé à des opérations de combat. Mais c'est un effort qui reste très modeste par rapport à celui qui est consenti par la France. Et évidemment, on se tourne vers les plus grands alliés, comme l'Allemagne, en disant l'Allemagne, elle est très absente, parce que les règles d'engagement du soldat allemand, elles sont très différentes des règles d'engagement du soldat français, à commencer par la décision même de déployer des soldats allemands. Je raconte toujours cette anecdote, qui me peine d'ailleurs, parce que j'aimerais bien ne plus avoir à la raconter, j'espère qu'un jour elle deviendra totalement obsolète, mais qui résume assez bien les différences entre la France et l'Allemagne sur ces aspects opérationnels. J'étais allé visiter il y a maintenant 1 an et demi les troupes allemandes, françaises d'abord, puis ensuite allemandes à Gao, au Mali, là dans un endroit chaud, j'allais dire, où vraiment chaque jour nos troupes sortent de leur camp pour aller effectuer des patrouilles, mais des patrouilles très offensive. Et les Allemands venaient d'implanter un camp à côté du camp français, à Saint-Cyr, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Vous avez dans le camp français, c'est pratiquement de la caricature. Rusticité, mais rusticité, combat, c'est pas forcément très présentable, mais c'est quelque chose de très opérationnel. Le camp allemand, formidable, vous auriez cru à Eurosatory, une exposition de matériel flambant neuf, uniforme impeccable, mais visiblement pas utilisé, quoi. Et quand vous parlez avec le colonel allemand qui commande le détachement, il dit mais monsieur Dangean, moi je suis un soldat, donc je ferai ce qu'on me dira, mais pour l'instant ce qu'on me dit de ma capitale, c'est 0 problème. 0 problème. C'est pas 0 mort, c'est 0 problème. Donc et de fait, c'est 0 problème. Alors c'est pas une présence inutile, c'est en soi un geste politique fort d'envoyer 1000 soldats allemands à Gao, quand vous êtes la chancelière allemande, proposer à votre Parlement, parce que tout doit passer par le Parlement, de déployer 1000 soldats à Gao, c'est pas quelque chose de simple, c'est une décision politique forte. Donc en soi c'est important, symboliquement c'est important, politiquement c'est important, opérationnellement, ça ne nous décharge pas beaucoup du fardeau qui est le nôtre au Mali, si vous voulez. Voilà la contrainte que l'on a aujourd'hui avec nos partenaires européens. Tant qu'on n'aura pas une mission, tant qu'on ne sera pas capable de faire des missions conjointes robustes, comme on dit dans le domaine militaire, exécutives, comme on dit au niveau européen, c'est-à-dire qui peut délivrer le feu, qui peut aller au combat, je pense que pour les citoyens, ça restera quelque chose de virtuel. La défense européenne sera quelque chose, un slogan, une incantation, mais ça ne sera pas de la réalité. La réalité, c'est le jour où on pourra justifier d'avoir, peut-être avec un badge européen, avec des uniformes différents, avec le drapeau national, mais après tout, quand on combat en Afghanistan au sein d'une force de l'OTAN, on a le badge OTAN de l'ISAF, la force de l'OTAN en Afghanistan, et puis son badge national. On n'est pas devenu l'armée de l'OTAN dans un magma anational. On est toujours une armée nationale sous un pavillon commun. Aujourd'hui, au niveau européen, on a du mal à le faire. On fait des opérations ensemble.
Ce sont des opérations minuscules. Ce sont des opérations qu'on appelle non exécutives. C'est des opérations d'entraînement. C'est pas inutile, c'est pas dérisoire. Aujourd'hui au Mali, aujourd'hui en Centrafrique, aujourd'hui en Somalie, vous avez des militaires européens de différentes nationalités qui entraînent les forces locales. Ce sont les missions d'assistance. C'est pas inutile, mais on voit bien que ça ne répond pas totalement aux besoins. On voit bien que c'est pas ça qui va demain faire de l'Europe un acteur stratégique majeur en matière de relations internationales. C'est pas parce que l'Europe entraîne 2 brigades maliennes pendant quelques mois, généralement avec des fusils en bois parce qu'il faut pas donner de munitions, et puis derrière, c'est les Russes qui viennent livrer des armes. C'est ce qu'on voit en Centrafrique. Vous voyez, ça m'amène à une dernière considération. Pourquoi nous en sommes là aussi et pourquoi il faut être prudent? Politiquement, il faut comprendre que ce sujet des forces armées est un sujet très sensible pour la plupart de nos partenaires européens, qui n'en avaient plus l'habitude, qui ont peur de l'irruption de ces questions dans leur débat national. N'oublions jamais que la plupart des pays européens ont des systèmes parlementaires extrêmement forts et qui sont décisionnaires en matière de déploiement militaire. En France, nous avons une singularité incroyable. Pour le meilleur et pour le pire, il y a un seul décideur, c'est le président de la République. C'est plutôt un avantage quand il faut se déployer rapidement et prendre une décision et s'y tenir. Caricaturalement, le président de la République décide d'intervenir en Libye, au Mali ou ailleurs, il appuie sur le bouton, il tombe avec un appareil militaire parfaitement en état de marche, et quelques heures après, les avions décollent. Il n'y a aucun autre pays européen où c'est possible. Aucun autre pays européen où c'est possible. Même celui dont on est le plus proche militairement, c'est-à-dire les Britanniques, dont on partage beaucoup de culture de l'intervention militaire avec, les Britanniques aujourd'hui, on l'a vu à l'occasion de la Syrie, sont obligés de passer par la voie parlementaire, et la voie parlementaire aujourd'hui au Royaume-Uni, bon, on voit ce que ça donne sur le Brexit, mais c'est la même chose sur les engagements militaires. Le dernier engagement militaire envisagé, qui avait été celui de la Syrie en 2013, le Parlement avait émis un avis négatif. Ce n'était qu'un avis, mais c'était négatif, parce qu'ils ont été traumatisés par l'Irak en particulier, et l'utilisation à mauvais escient de la force militaire. Donc aujourd'hui, même le partenaire dont on est le plus proche, outre le fait qu'il va quitter l'Union européenne, mais ce partenaire dont nous sommes le plus proche stratégiquement, a une culture de l'engagement qui est plus du tout aussi facile que la nôtre. Et il y a des pays où c'est vraiment bloquant. L'Allemagne, c'est bloquant. L'Allemagne, pour déplacer un militaire armé, vous devez avoir un vote du Parlement. Il y a cet exemple, toujours un peu caricatural, mais qui illustre bien les différences de culture et de mentalité. Au moment où les Allemands nous ont aidés avec des avions de transport pour l'opération Serval au Mali, à un moment, il a été question de déplacer un contingent sénégalais, de soldats sénégalais de Dakar jusqu'à Bamako. Ce déplacement a été refusé par le Parlement allemand parce que c'était des gens armés qui allaient monter dans l'avion allemand, et donc ça supposait que l'Allemagne était en guerre, ce qu'elle n'était pas et ce qu'elle ne voulait pas être, et que donc il fallait que les soldats qu'elle allait transporter montent désarmés dans l'avion, et que le transport des armes se fasse par d'autres avions non allemands. On en est là, si vous voulez. Les parlementaires allemands en sont là. Je vois aussi quelque chose. On parle, vous savez, par rapport à ces menaces qui sont autour de nous. On dit aujourd'hui il y a un continuum entre la sécurité et la défense. Le terrorisme, par exemple, c'est autant une question de sécurité intérieure qui fait appel aux forces de police, à la justice, aux services de renseignement, qu'une question militaire à l'extérieur où on a des frappes contre Daesh ou une lutte contre AQMI au Sahel. Dans l'absolu, c'est vrai, il y a un continuum sécurité-défense qui est de plus en plus proche. On aborde les deux questions de façon relativement homogène. Il y a un effet pervers à tout ça. C'est que de plus en plus de pays disent, dans le continuum sécurité et défense, s'ils ont à choisir, ils choisissent de contribuer au continuum sécurité et pas défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, quand je discute avec mes collègues allemands à Bruxelles pour savoir s'il ne serait pas opportun de déployer peut-être une mission militaire européenne au Burkina Faso, qui est le pays aujourd'hui dans le Mali est dans un état terrible, mais on y est très présent. Il y a un pays où on est moins présent et qui offre de grandes vulnérabilités et où aujourd'hui on voit un essor du djihadisme et de l'instabilité, c'est le Burkina Faso. Est-ce qu'au niveau européen, on ne peut pas anticiper des problèmes au Burkina Faso qui nous amèneraient à déployer peut-être une mission militaire conjointe avec d'autres partenaires européens ? Aujourd'hui, si j'en parle avec mes collègues allemands vont me dire très bonne idée, mais
plutôt que de faire une mission militaire, faisons une mission diplomatique de prévention du conflit, faisons des efforts de médiation entre les communautés, déployons peut-être des policiers pour aider à former les policiers burkinabés, mais l'option militaire, mais je ne parle pas même de combattre, mais d'aller former par exemple ou de donner des conseils militaires, ça sera la dernière des options envisagées. Aujourd'hui, on va déjà épuiser tout le spectre de la médiation civile, si vous voulez. Et ça, c'est porté très fort en Allemagne, en particulier par les Verts allemands, qui, ne l'oublions pas, ont toute vocation à être dans la prochaine, sans doute, grande coalition. La grande coalition à venir en Allemagne sera sans doute conservateur et vert. Mais moi, je vous mets ma main que quand dans 2 ans, ou 2 ans ou 3 ans, on aura cette grande coalition en Allemagne avec les écolos, il sera impossible d'envisager une opération militaire avec nos amis allemands. Parce que dans les contrats de coalition qui sont signés en Allemagne et qui sont respectés à la virgule près, les Verts mettront que, sauf à ce que l'Allemagne soit attaquée elle-même, il n'y aura pas d'effort militaire particulier fait, en particulier en Afrique ou dans des pays tiers. C'est cette mentalité-là dont il faut avoir conscience qu'en Europe, elle est toujours très prégnante. Et que donc les progrès que nous enregistrons aujourd'hui, qui sont réels, sont des progrès qui sont quand même fragiles, voire réversibles. Parce que la tentation en Europe d'avoir un confort plus grand en se mettant sous un parapluie autre ou en évitant les problèmes, en se masquant un peu la face en disant mais tout peut se résoudre par la diplomatie, tout peut se résoudre par la médiation de crise et par la prévention et on n'aura jamais à avoir besoin d'appeler nos militaires à la rescousse, c'est une opinion qui reste très largement dominante en Europe. Ça nous paraît parfois incongru à nous Français parce qu'on vit avec une actualité qui est rythmée beaucoup plus par l'utilisation de nos armées qui n'est pas un tabou, et puis avec le fait qu'on subisse des pertes. On a encore ce soir même un corps qui a été rapatrié du Mali, donc c'est très prégnant chez nous tout ça. Ça ne l'est évidemment pas si vous allez demain en Finlande, au Portugal ou en Pologne. Cette perception-là de l'immédiateté de la menace et de l'engagement, elle n'est absolument pas vécue de la même façon. Et c'est pour ça que je pense que le sentiment d'urgence que nous avons en Europe et qui nous fait réagir et entreprendre des choses en matière de défense, il est réel mais relatif. Et je pense qu'il faut que nous, Français, on comprenne bien ça. Et je terminerai là-dessus en disant, c'est pour ça que j'ai eu moi, une distance et une prise de distance très critique par rapport notamment aux positions du président de la République quand il a évoqué la question de l'armée européenne. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'était quelque chose qui d'abord est tellement éloigné de la réalité que ce n'est pas rendre service au débat que d'installer cette espèce d'utopie dans la tête des Français, en leur laissant penser que par volontarisme politique, on va réussir à créer une armée européenne. Moi, c'est pas, entendons-nous bien, ça peut avoir un mérite de susciter le débat, puis ça a été présenté comme ça après coup en disant ben, c'était un peu pour secouer le cocotier, et puis il va bien falloir qu'on se pose cette question et qu'on y arrive un jour. Peut-être, moi je ne demande pas mieux que de revenir vous voir dans 5 ou 6 ans en disant ah finalement je me suis bien planté parce qu'on est allé beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que prévu. Je mettrai quand même mon billet que si vous me réinvitez dans 5 ou 6 ans, le constat que je fais aujourd'hui aura bougé sans doute, mais sans doute pas dans des proportions aussi spectaculaires que celles qui amèneraient à la création d'une armée européenne, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. J'en reste peut-être là, et puis le mieux est sans doute qu'on échange autour de questions. Très bien. Bravo. Oui. Une première concernant le constat, une deuxième sur le fond. Sur le constat, est-ce à échéance, vous n'avez pas parlé de la Turquie d'Erdogan et de la Russie de Poutine. Deuxièmement, sur le fond, que penser de la demande de l'Allemagne de partager notre siège au Conseil de la sécurité? Deux bonnes questions. Alors, j'avais pas le temps de tout aborder, évidemment, vous l'aurez compris, et j'ai essayé d'être aussi synthétique que possible. Mais évidemment, ce que vous mentionnez sur la Turquie et la Russie, qu'on peut d'ailleurs étendre à d'autres acteurs, ça participe de cette dégradation du contexte international, et ça participe à la fois, pour ce qui concerne la Russie, d'une affirmation de puissance qui peut être à notre détriment, et pour la Turquie, d'une affirmation de puissance qui délite de l'intérieur les alliances auxquelles on appartient, puisque je vous le rappelle, la Turquie est membre de l'OTAN. Et donc, c'est vrai que dans la fragilisation des alliances, on a toujours tendance à penser spontanément à la relation transatlantique, en se disant « Ah ben, et d'ailleurs, ça nous est reproché à nous Français. Dès qu'on dit que l'Europe doit être plus autonome, on nous fait un procès en anti-américanisme primaire en disant « Bah voilà, c'est les Français qui veulent s'autonomiser des Américains, qui voient encore les Américains comme des méchants et tout ça. »
moi je dis toujours, il y a un problème avec les Américains sans doute, il y a une question en tout cas avec la relation transatlantique sans doute, mais il y a aussi un problème avec la Turquie. La Turquie, elle est membre de l'OTAN. Et on voit bien, particulièrement ces derniers jours, combien ça pose problème. Donc, mais l'affirmation de ces puissances-là, alors à l'échelle globale pour ce qui est de la Russie, à l'échelle régionale pour la Turquie, ça participe d'un phénomène plus général. C'est-à-dire qu'on a des puissances globales, États-Unis, Chine, Russie, les trois grandes puissances globales aujourd'hui, c'est Chine, États-Unis, Russie, qui s'affranchissent des modèles existants jusqu'à présent, du cadre, ce qu'on appelle le cadre multilatéral. Elles s'en affranchissent, elles le contournent, elles le vident de sa substance. N'oubliez pas que les Russes ont violé allègrement, tout en le cachant, un certain nombre de traités internationaux sur la limitation des armements, ce qui a amené les Américains à s'en retirer, carrément. Donc vous voyez, l'un encourage l'autre à quitter les instruments multilatéraux, à vider de son sens toute l'architecture de sécurité qui avait été mise en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est les puissances globales. Et la Chine, j'en parle même pas, puisque la Chine, elle fait son bonhomme de chemin de façon assez spectaculaire, mais elle pratique le fait accompli, stratégiquement. En mer de Chine, elle militarise des îlots qui ne lui appartiennent pas, et puis c'est comme ça et pas autrement. Et puis si vous n'êtes pas content, le nouveau droit se forge comme ça. Donc l'affirmation des puissances globales est quelque chose de très problématique parce que ça détricote toute l'architecture de sécurité qui avait été mise en place et à laquelle on était habitué. Après, il y a l'affirmation des puissances régionales. La Turquie, ça prend place dans ce cadre-là, mais on pourrait citer l'Arabie Saoudite, on pourrait citer l'Iran, on pourrait citer le Pakistan. C'est des puissances régionales qui aujourd'hui ne s'estiment plus contraintes justement par les grands cadres multilatéraux violés par les grandes puissances. Donc il y a un côté, si vous voulez, puisque les grands s'affranchissent des règles, pourquoi nous, on aurait à s'en affranchir? Et donc, dans notre cours à nous, pas à l'échelle globale, mais dans notre cours à nous, on va se doter de l'arme nucléaire, on va se doter d'armes balistiques, on va aller taper sur le voisin s'il nous embête, on va mettre au pas les minorités qui nous embêtent, et puis vous n'avez rien à dire, puisque vous-même, à l'échelle globale, vous vous affranchissez des règles, donc il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas aussi liberté de manœuvrer. Et ça, c'est très problématique, évidemment, parce que nous, là-dedans, l'Europe, il y a un risque, c'est que, à force de vouloir être vertueux, dans un monde qui ne l'est plus et où la vertu n'est plus reconnue comme une valeur, on s'isole. Moi, je vois le discours européen qui consiste aujourd'hui à dire mais il faut sauver le multilatéralisme, il faut être les croisés du multilatéralisme. Le problème, c'est que si autour de vous, plus personne ne veut du multilatéralisme, vous avez beau vous époumoner que vous êtes le bon élève de la classe, si les autres sont tous des turbulents, qu'on n'en rien affiche de l'ordre, c'est eux qui vont dicter la loi. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans le discours, un peu moins dans la réalité, parce que je pense que tous les dirigeants européens sont un peu plus réalistes que leurs discours parfois, mais dans les discours aujourd'hui très politiquement corrects qu'on entend partout, c'est l'Europe se pose en dernier défenseur, dernier rempart du multilatéralisme. C'est très bien, mais encore une fois, je crois qu'une forme de multilatéralisme, elle est définitivement derrière nous, elle ne va pas revivre. Donc il faut aussi s'adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il va être demain, et donc il va falloir repenser certaines architectures. Et le multilatéralisme aujourd'hui ne sera pas le multilatéralisme d'hier, et donc il faut accepter aussi cela. J'ai peur parfois qu'on mène un peu un combat d'arrière-garde, un combat très vertueux, très moralement indiscutable. C'est tout à fait ça nous grandit d'être dans ce monde de brutes les derniers à croire qu'il n'y a pas que la force qui compte. Bon, si tout le monde croit que la force compte et que vous ne vous donnez pas les moyens d'avoir de la force et qu'en plus vous brandissez des règlements que plus personne ne respecte, vous allez vous trouver marginalisé. Donc là, je crois qu'il y a un vrai... Ça participe aussi du point d'interrogation, si vous voulez. Moi, est-ce qu'on est bien armé pour faire face aux nouveaux défis? Alors oui, on parle de défense, oui, on dit qu'on va faire des choses, mais d'abord, les choses qu'on fait restent modestes, et puis en plus, on le fait en ayant toujours l'espoir qu'il y a un cadre vertueux qui serve de modèle à tout cela, mais ce cadre vertueux, il existe de moins en moins. Oui, la deuxième question que j'ai oubliée, pardonnez-moi. Oui, alors c'est une demande d'ailleurs un peu... c'est une demande qui est faite sans être faite, c'est-à-dire que beaucoup d'Allemands l'expriment à titre personnel, ils vous présentent toujours ça comme des ballons d'essai. Ça n'a pas été la position officielle de l'Allemagne, hein, mais il y a eu des ballons d'essai comme ça lancés par des chefs de parti, par des diplomates. Bon, moi je crois que
Je pense que c'est une absurdité. Autant je pense qu'il n'est pas inconcevable à l'avenir, un jour, que peut-être l'Union européenne dispose d'un siège au Conseil de sécurité, mais certainement pas, ça sera un siège en plus de celui du Royaume-Uni et de la France, mais certainement pas un siège à la place du Royaume-Uni et de la France. Parce que d'abord, il y a des raisons pour lesquelles on a un siège au Conseil de sécurité et pour lesquelles l'Union européenne n'en a pas. L'Union européenne n'est pas un État, l'Union européenne n'a pas des vues parfaitement homogènes sur tous les sujets. J'étais à New York la semaine dernière au Conseil de sécurité, en délégation européenne. Quand vous dites ça, vous êtes le vilain petit canard. Tous mes collègues européens arrivent à New York en disant « il faut que l'Union européenne ait un siège au Conseil de sécurité ». Mais quand vous rentrez ensuite dans le détail des discussions du Conseil de sécurité, certes, il y a 90% des sujets sur lesquels il y a à peu près une unité européenne. Mais il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas d'unité européenne. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, le représentant de l'Union européenne avait été invité à s'exprimer au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient. Il devait faire valider son discours par les 28. Eh bien, il n'a pas été validé par les 28 parce qu'il y a un pays qui s'est désolidarisé des positions européennes sur la Turquie. En l'occurrence, c'est la Hongrie. Mais la Hongrie refusait de condamner la Turquie. Bon, dès lors que vous en avez un qui empêche, on est dans la règle de l'unanimité sur les questions de politique étrangère en Europe. Dès lors que vous en avez un qui empêche, vous n'avez pas d'unité européenne. Il y a un très large consensus, mais il n'y a pas d'unité. Et donc, au Conseil de sécurité, on n'aurait pas été audible. Donc, c'est techniquement, vous voyez, ça pose des problèmes, ce siège au Conseil de sécurité. Et donc, que l'Allemagne veuille entrer au Conseil de sécurité, moi je pense que c'est tout à fait légitime. Que ça se fasse au détriment de la France, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je crois beaucoup plus qu'il faut revoir, si vous voulez, le Conseil de sécurité. Je vous invite à lire là-dessus, j'ai trouvé un passage très intéressant, et il sait de quoi il parle évidemment, l'ambassadeur Haro, qui vient de prendre sa retraite du Quai d'Orsay, qui vient de sortir son bouquin sur 40 ans au Quai d'Orsay, et qui parle de ça, puisqu'il a été ambassadeur aux Nations Unies, et qui explique qu'une des réformes sans doute les plus pragmatiques et peut-être à même de satisfaire tout le monde serait d'avoir 3 cercles au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. C'est soit vous êtes un membre permanent, il y en a 5, soit vous êtes un membre non permanent qui par rotation tous les 2 ans. Et aujourd'hui, il dit peut-être l'idée c'est d'avoir les 5 membres permanents, éternel, et puis vous avez des membres non permanents élus pour 2 ans, et puis vous pouvez avoir peut-être des membres qui sont là plus sur la durée, entre 5 et 7 ans, qui seraient l'Inde, l'Allemagne, voilà, des pays peut-être plus conformes au G8 ou au G20, et qui auraient un statut plus assuré que celui de membre non permanent 2 ans de temps en temps, quoi. Voilà. C'est une des idées de réforme, mais il y a plein d'idées de réforme qui circulent. Le problème, c'est que dès que vous mettez le doigt dans l'engrenage de la réforme, chacun a des revendications différentes. C'était par rapport, si on partageait votre siège permanent et une nucléarisation militaire de l'ensemble, alors, dans un aspect très particulier de dénucléarisation civile, alors que l'on sait que sans nucléaire civil, on ne peut pas de nucléaire militaire. Je voyais bien où vous vouliez en arriver, mais non. Ouais, non, mais je voulais pas forcément y venir par ce biais, pour tout vous dire, parce que il y a évidemment dans la question du statut au Conseil de sécurité le fait que nous soyons une puissance nucléaire, mais il n'y a pas que ça, même si ça l'explique en partie. Mais évidemment, se pose la question du nucléaire pour nous à l'échelle européenne, mais ça va au-delà du siège du Conseil de sécurité, qui est quasiment anecdotique par rapport au débat de fond qui est-ce que à terme la puissance nucléaire française et la dissuasion nucléaire française doit être une dissuasion à l'échelle européenne. Et là-dessus, c'est un débat qui ne fait que commencer. C'est un débat très compliqué pour nous, Français. C'est un débat très compliqué pour les autres aussi. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de statu quo. Il y a plein de réflexions qui sont menées, mais sur le plan strictement politique, on en reste à une lecture très traditionnelle de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, elle est nationale. On ne peut pas exclure, le cas échéant, qu'elle serait mise, non pas à disposition, mais elle serait utilisée pour faire face à un danger pour d'autres Européens, mais ça reste une appréciation strictement nationale, et il n'y a qu'un doigt qui appuie sur un seul bouton. Il n'y a pas de partage de la dissuasion nucléaire à ce stade. Ce que vous dites par ailleurs est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays sont dans une philosophie de dénucléarisation civile et militaire. Et ça nous pose à nous des problèmes énormes, parce que
Je crois qu'un certain nombre de pays, beaucoup ont ratifié, vous savez, ce qui s'est passé avec les Suédois, là, qui ont voulu un traité de non seulement de non-prolifération, mais de désarmement nucléaire. Là aussi, c'est très vertueux. Là, vous voulez laver plus blanc que blanc. Mais faire l'impasse aujourd'hui sur la dissuasion nucléaire, ça me paraît extrêmement dangereux. Ça me paraît être un pari extrêmement audacieux. Enfin, pour ma part, je pense très risqué. Donc là, moi, j'ai des vues assez conservatrices sur la dissuasion nucléaire. Mais on est loin de la partager pour l'instant. Et il y a d'autres pays que ça met les mal à l'aise, parce que accepter le parapluie nucléaire français, quand bien même nous voudrions le partager, ça fait prendre des responsabilités considérables. Donc même en Allemagne en particulier, c'est un débat très très sensible. Merci Arnaud. Juste, je vais vous demander pour les questions de parler dans le micro pour la vidéo ensuite qui sera postée. Et juste Jean, et ensuite tu passes le micro. Merci Nicolas. Monsieur le maire, monsieur le député, une petite rapide question sur les sujets de projets de défense européens que vous avez abordés. Je voudrais savoir quels seraient les projets de défense européens que vous souhaiteriez voir éclore et que coûterait-il. C'est une question très subjective que je vous demande. Et en filigrane, vous comprenez que ce que nous aimerions savoir, c'est en quoi précisément nous sommes, nous, Européens, en retard face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie. Alors, il y a des projets qui sont évoqués par tout le monde et qui sont embryonnaires, mais qui ne sont pas véritablement endossés à l'échelle européenne, parce que c'est des projets de coopération, notamment du franco-allemand. On parle beaucoup en ce moment de l'avion de combat du futur, enfin, le système de combat aérien du futur, ce qu'on appelle le SCAF, parce qu'à l'avenir, on prévoit qu'il y aura bien sûr non seulement un avion de combat, comme peut l'être le Rafale, mais que cet avion devra évoluer dans un système qui va plus loin que l'avion lui-même, avec d'autres plateformes, avec d'autres éléments, des drones, avec de la connexion avec des choses au sol, donc tout ça va plus loin qu'un avion de combat. Donc ce système de combat aérien futur, c'est indéniablement un projet phare et un projet indispensable, si vous voulez, est une puissance qui compte à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il est envisagé. Le problème, c'est que le volontarisme politique semble être là, entre la France et l'Allemagne, mais une fois qu'on veut dépasser le stade des déclarations d'intention, eh ben, il y a des problèmes industriels. Qui a la main sur ce projet? Alors, théoriquement, c'est à peu près résolu, c'est Dassault qui doit être vraiment le pilote de ce projet. Avec Airbus, évidemment, mais c'est quand même Dassault qui mène. Mais c'est normal, c'est un avionneur qui sait faire des avions de combat depuis des décennies, ce qui n'est pas le cas de tous les avionneurs. Bon, il n'empêche qu'après, dans la répartition des charges, industriellement parlant, ça coince, on n'y arrive pas. Que dans les spécifications qu'on veut avoir pour ce système de combat aérien futur, il y a des différences majeures entre la France, qui sait que c'est un avion de combat dont elle se servira, comme elle se sert aujourd'hui du Rafale en opération, alors que les Allemands voudraient bien que ça soit des systèmes de non-emploi. Parce que ça serait vraiment en dernière extrémité qu'il faudrait s'en servir. Donc, dès qu'on rentre dans le détail, on voit que ça coince. Idem sur le char du futur, qui là aussi est un projet franco-allemand, qui avance peut-être un petit peu plus. Et puis sur le drone, il y a le projet de drone européen. Ça y est, il est validé comme étant un des projets européens qui devra voir le jour. Là aussi, regardez sur le drone, je vous donne un exemple. Bisbille franco-allemande sur le drone, parce que pour ce drone, les Français disent il le faut le plus léger possible pour qu'il aille le plus loin possible et le plus longtemps possible, parce que nous, on va l'utiliser en opération vraisemblablement au-dessus de grandes étendues, comme on le fait aujourd'hui au Sahel, 5 millions de kilomètres carrés, donc il nous faut quelque chose de... voilà, il faut qu'aussi il soit pas trop handicapé par sa mécanique, parce que nous, on voudrait le doter d'armement, et donc il faut prévoir en termes de poids, de masse, tout ça, il faut... Bon. Là où les Allemands nous disent, oulala, attention, nous, on veut... D'abord, on ne veut pas forcément qu'il transporte des armes. Et deuxièmement, on voudrait surtout qu'il ait 2 moteurs, parce que nous, il va surtout voler au-dessus de zones habitées en Allemagne, et donc il ne faut pas qu'il y ait de risque d'accident. Et donc, nous, on dit, il y a un moteur, et puis s'il se crache, c'est pas si grave que ça, parce qu'il se crachera dans le désert, et puis bon, tant pis, ça sera un équipement perdu, mais au moins il aura... Les Allemands disent, non, nous, il ne faut pas qu'il se crache, donc il faut plus de sécurité. Mais ça double quasiment le prix du projet. C'est ce genre de difficultés sur lesquelles on tombe ensuite, une fois qu'on a énoncé le projet qu'on voudrait faire en commun. Mais ça, c'est des projets structurants. Il y a sans doute beaucoup de choses aussi en matière de cyber, en matière d'intelligence artificielle, parce que c'est là demain que vont se jouer un certain nombre de choses sur notre compétitivité par rapport aux autres grandes puissances. Et là-dessus, on a pris du retard. Alors, il faudrait des investissements massifs.
moi, je pense que là, il va falloir identifier des projets très, très structurants. On a loupé le drone il y a 15-20 ans en Europe. Il ne faut pas qu'on loupe l'intelligence artificielle demain. Mais là-dessus, on a des questions aussi éthiques qui vont se poser. Et je peux imaginer que sur l'intelligence artificielle, on va tomber sur le même type de débat entre ceux qui veulent l'employer à des fins de combat et ceux qui disent, oh là là, surtout, alors on est bien d'accord qu'il y a une philosophie générale en Europe qui est de toute façon de dire, y compris en France, il n'y aura pas d'autonomie absolue d'un équipement. Il y aura toujours l'homme en dernier ressort pour prendre la décision d'activer un équipement même autonome. Donc là-dessus, on est à peu près d'accord en Europe. Mais même une fois qu'on a dit ça, le degré d'autonomie qu'on laissera ou pas aux équipements, le degré d'utilisation qu'on voudra en faire en termes d'opération, c'est quelque chose sur lesquels moi je m'attends à des difficultés épouvantables en termes réglementaires et éthiques selon les pays. Donc là, il y a des investissements massifs à faire. Pour l'instant, si vous voulez, c'est à peu près identifié. La liste des projets est à peu près identifiée parce que l'Agence européenne de défense, qui est une agence qui réfléchit à tout ça, un peu bureaucratique, mais qui fait quand même son job, l'Agence européenne, elle a identifié 11 technologies sur lesquelles il faudrait des investissements européens massifs pour gagner en autonomie. Donc, je veux dire, dans tous les cartons de tous les ministères de la Défense européens, vous avez la dizaine de technologies manquantes ou la dizaine de technologies critiques qu'il faudrait acquérir pour être plus autonome. Après, c'est qui fait quoi, avec quel argent, avec quel plan de charge, et c'est là où on tombe sur des difficultés politiques et techniques qui sont non négligeables. Merci pour votre réponse. Monsieur le député, merci de votre présentation. Je voudrais rebondir sur la dernière question. Vous avez oublié un élément, c'est comment envisager l'exportation à partir du moment où les Allemands nous empêcheraient d'exporter. Donc là, c'est un gros problème qui se pose, je crois, dans cette amitié franco-allemande. Une première question, mais la réponse me paraît évidente, est-ce qu'on peut imaginer une défense européenne sans souveraineté européenne ? La réponse me paraît évidente, mais j'aimerais bien vous entendre sur cette question. Et enfin, j'avais une autre question, c'est la dichotomie qui existe en France entre sécurité et défense, et qui pose un certain nombre de problèmes, et notamment sur le continuum que vous avez évoqué tout à l'heure entre sécurité et défense. Je crois qu'il existe dans notre pays cette séparation qui peut être liée à l'histoire administrative de notre pays, mais ça pose un vrai problème à un moment où, au niveau européen, vous avez une DG qui va prendre l'industrie, la défense et la sécurité, et qui va peut-être pouvoir enfin s'affirmer par rapport à la DG concurrence. Alors, je vous rassure ou je vous inquiète, mais j'ai oublié plein de choses. C'était l'exposé que je vous ai fait était très très partiel. Sur la souveraineté européenne, oui, vous avez évidemment raison. Et c'est pour ça que, au mot de souveraineté, qui renvoie quand même beaucoup à l'échelon national, et c'est normal, nos États ont été construits sur la souveraineté nationale, et je ne vois pas cette souveraineté dépasser à échéance visible, si vous voulez. Je suis pas fédéraliste européen parce que peut-être par excès de réalisme, mais je ne vois pas ce dépassement survenir, en tout cas de façon générale. Peut-être que dans certains domaines, oui, il est en partie déjà là, mais je ne crois pas en matière en particulier de défense que le dépassement de la souveraineté nationale on y soit. Mais au mot de souveraineté européenne, c'est pour ça qu'on préfère aujourd'hui l'expression d'autonomie stratégique. Le mot qui aujourd'hui est en vogue, j'allais dire, ou qu'on essaye d'imposer dans le vocabulaire européen, c'est celui de l'autonomie stratégique. Autonomie voulant dire en partie souveraineté, mais en partie seulement parce que l'autonomie, c'est pas une indépendance totale. On est bien conscient qu'on n'arrivera pas à être totalement indépendant sur le plan militaire avant de très nombreuses années, si tant est que la volonté politique perdure. Et donc, on emploie ce mot qui est un mot assez banal pour les Français. L'autonomie stratégique en France, on y est très habitué. C'est quelque chose qu'on a toujours essayé de développer depuis le général de Gaulle. En Europe, c'est une révolution de parler d'autonomie stratégique. Et la plupart de nos partenaires européens ont peur de ce mot. On arrive à le mettre dans des textes européens aujourd'hui, mais à coup de bataille sémantique extrêmement dure, parce que il faut voir que la plupart de nos partenaires européens appréhendent tellement une forme de divorce avec les États-Unis que dès qu'on prononce le mot d'autonomie, sans même parler du mot souveraineté, d'autonomie stratégique européenne, ils disent tout de suite « Oh là là, ça veut dire que vous voulez nous séparer des Américains ». Et ça, c'est pas concevable.
Alors qu'on leur dit non, c'est pas ça. L'autonomie, c'est d'abord de pouvoir apprécier une situation par nous-mêmes. Je la définirais même de façon négative. L'autonomie stratégique, c'est ce qui vous permet d'éviter la boulette d'aller en Irak quand les Américains veulent vous y entraîner. C'est ça être autonome, c'est savoir dire non, pouvoir dire non. Et pouvoir dire non sur la base d'appréciations stratégiques propres. Mais ça passe par des outils satellitaires, de renseignement, qui permettent aux décideurs politiques des États européens de prendre une décision en toute connaissance de cause, autonome, sans avoir à s'en remettre à une puissance tierce pour apprécier une situation. Ça commence par ça. C'est ensuite la possibilité d'agir seul le jour où vous en avez besoin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un désintérêt croissant des États-Unis pour le Sud en particulier. Et même si nous aidons beaucoup au Sahel, il ne faut jamais oublier que tout ce que nous faisons au Sahel de façon très autonome pour le coup, on ne pourrait pas le faire sans les Américains. Il faut être tout à fait lucide là-dessus, nous Français. Et malheureusement, nous ne le sommes pas toujours. J'entends beaucoup de mes collègues dire il y a qu'à, faucon, et puis d'ailleurs on est capable de se battre sans les Américains au Sahel. Non, si vous enlevez les Américains au Sahel, les satellites et les drones américains au Sahel, on fait plus rien. En tout cas, on tape pas les bons groupes au bon moment et bon, on prend beaucoup de risques, on fait beaucoup de choses, mais il faut être conscient quand même de certains segments critiques qui nous manquent. Donc, mais malgré tout, on voit qu'il y a un désintérêt croissant des Américains et on n'est pas à l'abri, d'ailleurs sur une foucade de Trump, de dire il va retirer les éléments de soutien qu'il nous fournit au Sahel, et puis demain il va décréter que le Sahel ça sert en rien les intérêts américains, que ça vaut pas autant d'investissements, et il peut retirer ces moyens. Et donc, nous, il faut qu'on soit capable d'agir de façon autonome dans notre étranger proche, je dirais, dans notre voisinage, si un jour les Américains ne veulent pas y aller ou refusent d'y aller ou nous laissent tomber. Donc ça, c'est l'autonomie stratégique, mais on en est encore loin. Et le concept même, moi, je me souviens, mon premier rapport au Parlement européen en 2009, j'ai mis ce concept d'autonomie stratégique dedans. J'ai réussi à faire adopter le rapport, mais au prix de batailles sémantiques. Et puis c'était rien, je vous rassure, c'était un rapport du Parlement européen que personne n'a lu, personne ne lira, c'est pas très grave, pas d'orgueil mal placé. Mais je me souviens avoir ferraillé à cette époque-là sur ce sujet-là. 10 ans après, je présente demain en commission des affaires étrangères, il se trouve que je suis le rapporteur tous les 2 ans, donc j'ai pris cette habitude-là. Je vais présenter mon rapport. C'est plein d'autonomie stratégique dans tous les paragraphes. Cet après-midi même, j'ai un collègue espagnol qui m'a appelé, qui m'a dit, dis donc, c'est pas mal ton rapport, mais tu vas un peu fort avec l'autonomie stratégique, hein, parce que c'est pas un concept avec lequel on est à l'aise. Vous voyez, c'est même pas un Polonais ou un Estonien, c'est un Espagnol qui n'est pas à l'aise avec le concept d'autonomie stratégique européenne. Chose qui, pour nous paraît une évidence. Nous, Français, quand on parle d'autonomie stratégique de l'Europe, c'est une évidence qu'il faut être autonome stratégiquement. Ça ne l'est pas pour la majeure partie de nos partenaires. Donc il y a des vraiment... Alors quand on parle de souveraineté, alors là, c'est encore l'échelon au-dessus. Donc attention, fragilité et réversibilité des progrès. Et puis, alors sur l'aspect sécurité-défense, oui, je pense que... Alors, l'ADG qui va se créer, d'ailleurs... je vais voir M. Breton demain aussi, on va voir comment il appréhende son rôle et comment Mme von der Leyen veut piloter tout ça. Moi, je pense qu'il fallait une structure européenne, hein, puisqu'il y a un investissement européen dans la défense, il est bon et il est sain qu'il y ait une structure administrative qui corresponde à cet investissement. Donc, il y a une direction générale défense, mais c'est une direction générale industrie de défense, beaucoup plus que défense au sens large. Et d'ailleurs, sur le plan opérationnel, avec les déploiements militaires ou autres, cette DG n'aura rien à faire. Je ne suis pas certain qu'elle aura un rôle en matière de sécurité, puisque la sécurité, ça va rester à la DG Home, essentiellement, et donc les tuyauteries administratives de la Commission vont être un peu compliquées, et là-dessus, je ne suis pas sûr que le continuum sécurité-défense soit si bien articulé que ça au sein même de la Commission. Chez nous, en France, c'est essentiellement, comme vous l'avez rappelé justement, un problème de partage administratif des tâches. Alors il se trouve que moi je viens mon background, même s'il est de plus en plus lointain, était celui d'une direction générale du ministère de la Défense, qui était alors là en plein dans le continuum sécurité-défense, puisque les services de renseignement, eux, opéraient sur l'ensemble du spectre, dans leur composition humaine étaient aussi civils et militaires, dépendaient du ministère de la Défense tout en menant des opérations civiles. Donc c'est quelque chose qui pour moi est assez naturel, mais je conçois effectivement qu'on n'est pas
encore complètement dans une forme d'intégration à la hauteur des défis qu'on rencontre. Et c'est vrai que quand j'ai conduit les travaux sur la revue stratégique, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi, des différences de culture administrative très fortes, des précarés administratifs très forts et des hiérarchies qui ne se recoupent pas. On l'a vu sur la lutte antiterroriste, c'est très compliqué d'avoir une lutte antiterroriste homogène et cohérente quand vous avez des chaînes de commandement aussi diverses, quand vous avez, y compris d'ailleurs en matière de sécurité, aussi une forme de fragmentation territoriale. Et là-dessus, et c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai, pour ma part, une petite vision critique sur le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, par exemple, parce que je pense que la spécificité militaire de la gendarmerie en faisait le trait d'union parfait entre la sécurité et la défense. Et vous savez, cette espèce d'armée de l'intérieur qu'on appelle de nos voeux pour certaines tâches, je pense que c'est à la gendarmerie de la remplir et que le statut militaire de la gendarmerie est particulièrement important et qu'il a été quand même très atténué par ce rattachement fonctionnel au ministère de l'Intérieur, qui a d'autres logiques qui se comprennent, mais qui atténue peut-être la force de... Parce que le continuum sécurité-défense, peut-être c'est un travers personnel, mais je l'appréhende beaucoup par le biais défense, si vous voulez, pour ma part. Et je pense qu'en matière de statut en particulier, c'est quelque chose qui est malheureusement aujourd'hui un peu négligé. Arnaud a un train à prendre, donc juste un mot de conclusion. Avec l'Europe, on reste toujours un peu sur sa fin. C'est au milieu du gué, et la séquence dans tous les domaines est la même. Prise de conscience, réaction positive, mais réaction insuffisante. Et on trouve ça partout. Et le problème, c'est que la menace, elle est la même dans tous les domaines. Il n'y a pas qu'en matière de défense que la Chine est imposante en matière d'université, en matière d'intelligence artificielle, en matière de numérique. Donc on sent bien que ça pèse sur nos épaules, mais on n'arrive pas à passer la vitesse supérieure. C'est le troisième dans la séquence, c'est le troisième temps qui manque le plus. Et il n'est plus temps. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que, comme disent les Américains, celui qui est le premier dans la cour, il emporte tout. Il n'y a pas place pour un autre. En matière d'intelligence artificielle, c'est très très vrai. Et après, on sera complètement dévalué, on ne rattrapera pas. Donc il est vraiment temps qu'on se réveille, que le troisième temps soit le bon, et pas la langue de bois européenne disant on va le faire, on va le faire, on va le faire. Vous avez tout à fait raison de souligner que ce n'est pas la peine de s'illusionner. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Europe? Ça, c'est une question. C'est pas évident de donner une réponse à cette question. Et j'espère que ça va aller vite, parce que je pense que c'est vital pour nous. Et j'espère vous réinviter avant 5 ans et qu'on puisse constater ensemble les progrès qui ont été vraiment faits. Merci à toutes et à tous.